je vous propose, merci, d'ouvrir notre première table ronde pour présenter donc ce sujet, ces problématiques et voir tous les éléments de contexte. Alors je vous propose d'accueillir les personnes qui vont participer à cette première table ronde. Sophie Baudin, docteur en sociologie, maître de conférence à l'université de Rennes 2 et puis ancienne sportive de haut niveau aussi en tennis de table, et qui a consacré d'ailleurs une thèse à cette question de la reconversion des sportifs de haut niveau. Merci, prenez place. Avec vous Gérard Baudry, directeur du CREPS des Pays de Loire, qui a pour mission d'accompagner ces sportifs dans leur double projet, sportif et scolaire. Nicolas Doyen, chef de projet pôle olympique et sport de haut niveau au CNOSF. Et avec vous, Émilie Rousseau également, responsable du pôle directeur du développement chez Opcalia, partenaire de cette conférence. Merci beaucoup d'être avec nous. On va peut-être rappeler qu'Opcalia intervient dans la définition et la mise en place de formation pour les salariés à travers la formation continue. Quel est le lien avec le sport? On sait que vous avez un lien fort. Comment vous en êtes arrivé là? Est-ce qu'ils sont allumés? Bon. Oui, ça va. Bonjour à tous. Oui, petite précision, parce que la formation professionnelle est un monde assez compliqué à décrypter. Opcalia est un OPCA, un organisme paritaire collecteur agréé. Ça n'est pas un organisme de formation, on est chargé de collecter les fonds de la formation professionnelle auprès d'entreprises qui sont adhérentes chez nous, et ça nous permet de financer les formations qui sont sollicitées par les salariés de ces entreprises-là. Donc on n'est pas organisme de formation, on est l'organisme qui gère les fonds de la formation professionnelle. À ce titre, on a accompagné depuis de longues années la branche du sport, sous toutes ses composantes, puisque la branche du sport, c'est à la fois des associations sportives, le milieu de sport et loisirs, des clubs professionnels, des fédérations, le monde marchand avec les salles de fitness par exemple, ou les sociétés qui sont dans l'organisation événementielle sportif. Donc tous ces acteurs-là, nous les avons accompagnés, et parce qu'on est pragmatique, en fait, on a été rapidement amené à réfléchir sur la question de la reconversion des sportifs de haut niveau qui avaient des difficultés à mobiliser les fonds de la formation professionnelle pour pouvoir financer leur double projet. C'est venu de vous, cette réflexion, ou c'est des sportifs de haut niveau qui se sont tournés vers vous parce qu'à un moment donné, ils se trouvaient dans une impasse? Comment est née cette réflexion, cet engagement? C'est né des deux côtés, en fait. Il y a eu d'abord, effectivement, notre accompagnement sur le terrain. Nous, on est en contact avec les entreprises, pas forcément avec les salariés, mais on a pu constater, notamment auprès de clubs sportifs, que certains sportifs avaient du mal à se projeter dans l'après-carrière sportive. Et puis surtout, les dispositifs financiers qui existent ne nous permettaient pas de les accompagner correctement pour financer leur projet professionnel. Donc ça nous a amené en 2013 à mettre en place un observatoire sport et reconversion qui a pris la forme de comités de pilotage en région. Il y a eu 5-6 régions qui ont été mobilisées: Île-de-France, Bretagne, Pays de Loire, PACA et puis Languedoc-Roussillon. Et on a mis autour de la table tous les acteurs de la formation professionnelle. Alors là, je vais citer parce que comme ça, j'en oublie aucun. On avait des sportifs en reconversion, des anciens sportifs, des clubs, des fédérations, l'INSEP, des CREPS, les entreprises, bien sûr, nos entreprises adhérentes, pour pouvoir témoigner des besoins en formation de leurs salariés, des directions régionales de la jeunesse et des sports et de la cohésion sociale, le CROSS, l'APEC, et puis des cabinets de conseil en reconversion et bien sûr des organismes de formation. Donc l'OPCA, donc Opcalia, est vraiment le passeur d'idées, et puis on a pu mettre en coordination tous ces acteurs-là, et ça aboutit à ça que vous avez à disposition à l'entrée, un livret d'action, Agir pour la reconversion des sportifs, actions et préconisations. C'est le fruit de cette réflexion en région, et ça a donné lieu aussi à un livret de témoignages de 22 anciens sportifs de haut niveau qui témoignent justement sur leur double ou triple projet.
On en entendra tout à l'heure des sportifs de haut niveau justement sur ce projet. Merci beaucoup. Alors vous parliez des difficultés des sportifs parce qu'effectivement on s'aperçoit qu'ils ont des difficultés pour concilier toute leur vie professionnelle et sportive. Sophie Baudin, c'est quoi les difficultés rencontrées essentiellement dans la poursuite du double projet ? Eh bien déjà choisir son parcours de formation parce que l'institution sportive incite fortement les sportifs de haut niveau à faire des formations STAPS. Alors j'ai beau jeu de dire ça, moi qui suis prof en STAPS, donc je ne devrais pas dénigrer mon institution, mais c'est très facile de faire STAPS, c'est très facile de faire les BPGEPS. Mais concrètement, est-ce que tous les sportifs sont nécessairement intéressés par finalement entraîner ou d'être dans une filière sportive? Donc l'intérêt, c'est d'essayer de construire des parcours de vie, des projets de vie, hein, puisqu'on parle de double projet, mais également de projet de vie, pour ces sportifs qui choisissent autre chose. Parce que l'institution sportive sait parfaitement mettre en œuvre ces parcours de formation dans la filière sportive, mais ne savent pas utiliser d'autres parcours. Et là c'est intéressant de travailler sur cette question-là. Comment on fait pour anticiper ça, l'après-carrière? Parce que j'imagine quand on est sportif en activité, on n'y pense pas forcément, c'est-à-dire on a un peu autre chose à penser. Comment on fait pour anticiper, leur faire prendre conscience? C'est peut-être plus facile dans certains sports, mais d'une manière générale. Alors, il y a la position de la fédération qui est extrêmement importante. Vous avez des fédérations qui incitent le double projet parce qu'elles se sont rendues compte que finalement, en incitant le double projet, elles permettaient aux sportifs d'être beaucoup plus intelligents dans leur pratique sportive. Et ça leur permettait également de se projeter dans le futur, savoir ce que demain ils allaient faire, et c'était un certain équilibre de vie. Mais vous avez d'autres fédérations qui incitent plutôt le monoprojet parce qu'ils disent à leurs étudiants, enfin à leurs sportifs, bah finalement, lâche-toi, consacre 1 an, 2 ans, 3 ans à ta pratique sportive, tu verras, tu vas t'éclater, ça sera super, mais ils oublient que finalement, à l'issue de cette carrière sportive, eh bien, à un moment donné, il va bien falloir manger. Donc, double discours des fédérations, et attention, à chaque fois que les athlètes rentrent dans une structure sportive, normalement un projet est prévu. Mais il y a un système alors moi qui suis sociologue, un système un petit peu de domination sur l'athlète. On lui fait croire, on lui fait rêver de ce parcours de vie exceptionnel qui est le sport de haut niveau, mais les lendemains sont déchantés, si je puis dire. C'est un monde désenchanté. Parfois, pour certains, la reconversion, c'est un monde désenchanté. On l'a encore vu d'ailleurs récemment dans l'actualité, je pense avec le rugbyman du Stade français qui s'est donné la mort et qui a eu une fin de carrière très très compliquée. Oui. Et voilà. Oui, Geoffrey Abadi qui est décédé il y a 2 jours. Oui, très souvent, c'est-à-dire que la reconversion, enfin là on est au-delà du double projet, la reconversion c'est déjà une rupture, une transformation de l'identité. Alors, déjà corporel, parce qu'on a son corps qui vieillit, on avait un corps beau, on était beau, bel athlète, le regard qu'ont les autres sur vous est quand même quelque chose de valorisant, et on devient quelqu'un d'ordinaire. Alors, dans mes travaux de recherche, moi j'ai utilisé, il y a un sociologue qui s'appelle Nathalie Hegnich qui travaille sur, les écrivains qui obtiennent des prix Goncourt, par exemple des prix littéraires. Donc là, ils transforment leur identité, ils font une épreuve de la grandeur. Et moi je dirais que les sportifs de haut niveau, ils font une épreuve de la petitesse. Il faut qu'ils réapprennent à devenir ordinaires, avec un emploi du temps à reconstruire, un corps qui se transforme, revenir à la maison pour certains. Les cyclistes, par exemple, en 2011, c'était la Française des Jeux, je crois, 100% des cyclistes qui revenaient chez eux, cyclistes professionnels, divorcés. Eh bien oui, ils passaient 300 jours à l'extérieur de chez eux, ils rentraient à la maison, ils ne supportaient plus leur femme, qu'ils ne connaissaient pas, les enfants les insupportaient, et en plus, ils vivaient une épreuve de la petitesse. Donc, vraiment une rupture très très importante. Alors Gérard Baudry, on va se tourner vers vous. Je vais m'asseoir, ça sera plus simple. Vous êtes directeur du CREPS. C'est quoi la réalité du haut niveau en Pays de Loire? On l'évoquait tout à l'heure, mais combien on a de sportifs de haut niveau à peu près et de filières d'excellence? Sur les derniers chiffres, on va dire 2014, 41 structures dans les parcours d'excellence sportive. Donc on se prépare déjà à changer de terme. On parlait, ça change régulièrement. Ce sera bientôt les parcours de performance fédéraux. Mais dans les PES actuels, donc 41 structures en Pays de la Loire, 600 sportifs. Alors il faut toujours faire très attention. Le sujet peut se prêter aussi bien aux sportifs professionnels qu'aux sportifs de haut niveau. Donc les listes, elles, ne parlent que de sportifs de haut niveau. Et quand je dis 600,
600. Je mélange, puisque c'est un chiffre large, des sportifs de haut niveau au sens strict, mais également les espoirs. À l'intérieur de ces 600, pour ne pas faire trop de chiffres, il y a une soixantaine, donc sur cette étude 2014, une soixantaine de professionnels, entre guillemets. Donc je dis bien, on laisse de côté les clubs professionnels. Le FC Nantes, pour prendre un exemple simple, il y a 3 sportifs de haut niveau. Ça ne veut pas dire du tout que les autres ne sont pas excellents, simplement on ne compte que ceux qui sont en équipe de France, de leur catégorie d'âge. Donc sur ces sportifs de haut niveau, 60 nous disaient être professionnels, puisque c'était une enquête. Professionnel, ça veut dire qu'ils ne faisaient rien d'autre. Ça ne voulait absolument pas dire qu'ils gagnaient leur vie. Donc il ne faut surtout pas confondre le fait d'avoir comme seule activité la pratique, puisqu'on est évidemment sur des nécessités de pratique intensive, d'entraînement, de stage, de compétition, de déplacement, enfin toutes les contraintes qui viennent d'être évoquées en creux à la fin de la carrière, mais elles sont vraies en plein également, et en même temps on leur demande effectivement de réussir aussi bien leurs études que les autres, de réussir leur insertion professionnelle, de réussir leur reconversion. Alors au CREPS, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour les aider ? Au CREPS, on essaye d'abord d'accueillir directement un certain nombre de structures, donc 18 structures, donc ça fait une partie importante des structures de la région, mais ça n'est qu'une partie. Pour les autres, d'être avec eux aussi, alors soit leur encadrement, soit les sportifs eux-mêmes, sur des prestations directes, c'est-à-dire le soutien, le suivi psychologique, le soutien également en termes de préparation mentale ou autre, la formation de leur cadre, de leur encadrement, et puis on est sur une fonction passerelle. C'est pas forcément évidemment nous qui mettons en œuvre l'entraînement, jamais, et pas non plus la formation scolaire, sauf exception. On forme directement pour ceux qui ont les plus grosses exigences sportives, donc je pense au tennis de table. Là, ils sont vraiment formés à l'intérieur de l'établissement. Pour les autres, on travaille avec les établissements scolaires partenaires, donc d'abord le centre éducatif nantais pour sportifs, mais également d'autres collèges, lycées. Il y a un comité de pilotage régional avec le recteur et le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'objectif, c'est d'aménager. Il y a une instruction qui le prévoit, donc c'est pas seulement ceux qui sont sur liste, c'est également tous ceux qui sont dans les structures. On va dire de façon schématique, mais que ceux qui sont en structure sont quand même moins en difficulté pour réussir le double projet pendant le temps où ils sont en structure. Il ne faut jamais oublier qu'il y a un certain nombre de sportifs, non négligeables, 74 sur ce même recensement, qui sont hors structure, complètement hors structure. Et que sur cela, il y a plus de difficultés, puisqu'ils se débrouillent souvent seuls. On essaye de les aider, mais il faut d'abord les identifier. Là aussi, ça va évoluer, mais pour l'instant, l'inscription sur liste est souvent parallèle aux structures. Ça va changer vers une inscription qui sera plus par la performance elle-même. Vous avez lancé, c'est pour ça que vous avez lancé un portail sur du sport de haut niveau, justement. Comment ça se traduit? Qu'est-ce qu'on y trouve sur ce portail? Là, ça a été évoqué par Joël Soler tout à l'heure. Là, on est dans une région, donc il y a une conférence régionale consultative du sport actif avec les différents partenaires. Et une des productions concrètes, avant donc, le document sur le service public du sport en Pays de la Loire, c'était de dire qu'effectivement, on pouvait essayer avec un portail du sport de haut niveau en Pays de la Loire de faciliter l'accès à l'information, aux droits, aux devoirs aussi des sportifs. Donc ça peut aider effectivement à concilier les différentes exigences et avancer vers la performance. Donc on y trouve très concrètement des informations sur les dispositifs d'aide, les critères d'inscription sur liste, des liens aussi, donc on invite régulièrement, c'est un travail ensuite à mettre à jour, les sportifs eux-mêmes à communiquer. Ils ont souvent des portails Facebook ou autres comptes Twitter ou autres, mais de les retrouver en un même endroit avec de façon, c'est un portail, donc simplement de renvoyer ensuite sur les sites des sportifs. On a mis à jour évidemment les aides des collectivités au niveau régional, mais aussi au niveau départemental, et on va commencer à le faire au niveau des intercommunalités, puisqu'elles interviennent de plus en plus dans le sport. Nicolas Doyen, quand on entend tous ces intervenants, on voit bien qu'il y a plein de choses qui sont faites à tous les niveaux pour aider le sportif de haut niveau à avoir une carrière après son activité sportive. Alors le CNESF a confirmé sa volonté justement de favoriser ce suivi socio-professionnel à la fois pendant et après. Mais comment ça se traduit? On a l'impression que plein de choses sont faites à tous les niveaux. Comment ça se traduit déjà au CNESF et après comment on fait pour que effectivement tout se coordonne bien? Bonsoir à tous. Écoutez, effectivement, le mouvement sportif se structure aussi, se densifie au niveau de ses actions sur le suivi socio-professionnel et sportif de haut niveau. Et en fait, la thématique de ce soir, moi j'ai envie aussi de l'inverser, c'est-à-dire ne demande-t-on pas trop aux sportifs. Les sportifs aussi nous demandent de plus en plus, et ça c'est important, c'est aussi à prendre en compte. Donc au CNESF, en fait, je suis en charge de la commission des athlètes de haut niveau, dont Julien est un membre. Et en fait, cette commission a par exemple cette année organisé un premier forum des athlètes qui a eu pour objectif
de débattre de thématiques durant la carrière sportive, mais aussi extra-sportive, et de rencontrer notamment des partenaires olympiques pour évoquer la post-carrière sportive. Donc ça, c'est un premier point. Et puis, l'autre point qui est majeur aussi au CNOSF, c'est le programme Parcours Athlète Emploi que nous montons en place, qui est une déclinaison du programme Athlète Carrière Programme du CIO, et qui permet à tout sportif qui en fait la demande auprès du CNOSF via sa fédération d'anticiper, de répondre aux questions sur sa reconversion et d'anticiper donc sa reconversion professionnelle. Ça fait quelques années déjà ce suivi-là. 2011. 2011. Donc 4 ans, quel est le bilan qu'on peut tirer maintenant? Il y a beaucoup d'athlètes qui reviennent vers vous, qui demandent? Alors, pas assez, mais aujourd'hui on est sur 200 athlètes qui ont été dans le programme, 60 actuellement qui sont vraiment en 2015 dans le programme et 200 sur la totalité du projet. On peut constater une moyenne d'heures entre 3 et 4 heures par sportif qui sont sur cette thématique et sur la préparation de l'après-carrière, ou en tout cas sur des questions liées à la reconversion des sportifs de haut niveau. Mais effectivement, il n'y en a jamais assez. Donc le travail du CNOSF, c'est de sensibiliser un maximum les fédérations, de profiter du bouche à oreille qui est excellent entre sportifs sur ce programme, puisque c'est un mécénat, en fait, une convention qui est passée avec le groupe ADECO et qui permet à tout sportif qui en fait la demande, au sein des fédérations olympiques et même nationales, de rencontrer des intervenants donc, du groupe ADECO pour évoquer la reconversion, ou en tout cas soit être sensibilisé à la reconversion si l'athlète commence sa carrière, soit si l'athlète est vraiment en phase finale de carrière ou même en pleine reconversion, ben de l'accompagner le plus possible dans son après-carrière. On a bien compris, hein. Vous en parliez tout à l'heure du fait que quand le sportif est en pleine carrière, il n'y pense pas forcément. Sophie Baudin, comment on explique ça? En effet, que c'est le travail des fédérations d'aller les chercher. On est quand même en 2015. On sait qu'une carrière sportive, selon le sport qu'on fait, c'est quand même 10-15 ans. Ça me semble un peu fou quand même qu'il n'y ait pas plus de prise de conscience de l'athlète. Comment vous l'expliquez? Il y a une question aussi d'immaturité, hein, c'est-à-dire que quand on s'adresse à des jeunes gens qui rentrent dans des structures de haut niveau... Désolée, messieurs les sportifs, évidemment. Autour de 18 ans, je sais, j'ai vécu cette période-là. On est tous dans sa vocation, on ne veut être que sportif de haut niveau, on ne pense qu'à ça, on ne vit que ça depuis très jeune. Oui, alors je ne sais plus ce que je voulais dire, bien sûr. Non, je vous demandais comment on explique, donc vous parlez de l'immaturité, du fait qu'ils n'y pensent pas parce que voilà, l'essentiel c'est de faire carrière, mais ça me semble un peu fou que ce soit toujours les fédérations qui doivent faire ce travail et qui ne le font pas forcément d'ailleurs, vous le disiez. Alors les fédérations ne le font pas forcément, mais il y a d'autres fédérations qui le font, mais il y a aussi les parents, le rôle très très important des parents. Alors vous avez des parents qui délèguent à l'institution un petit peu le suivi de ces athlètes, donc ils confient un peu leurs enfants aux structures, donc ils se désengagent de leur rôle de parents. Et à côté de ça, vous avez des parents qui investissent beaucoup, qui suivent énormément. Il n'est pas rare de voir des parents accompagner des athlètes de 30-35 ans. Les parents sont très très présents. Et donc finalement, en fonction très très souvent des compétences des parents, eh bien les enfants s'engagent, enfin les sportifs de haut niveau s'engagent dans des formations spécialisées. Mais vraiment là, il y a les parents d'un côté, les athlètes de l'autre. Moi, ce que je conseille souvent aux athlètes, c'est surtout faites des formations pendant que vous êtes en carrière sportive, pendant que vous êtes rentable pour une fédération. Après, c'est une question, non pas de copinage, mais les fédérations sont obligées de vous suivre pendant 5 ans quand vous êtes inscrit sur une liste reconversion, mais vous avez intérêt à avoir été médaillé pour pouvoir bénéficier de ces dispositifs-là. Donc, anticipez, faites votre formation pendant la carrière, bénéficiez de tous les dispositifs qui sont mis en place, et ils sont nombreux, pour ensuite avoir une reconversion, le choix d'un métier dans lequel vous allez trouver cette notion de vocation toujours. Moi, j'ai entendu beaucoup d'athlètes, et il y en a un qui me disait, tu sais, Sophie, moi, ce que je voudrais, c'est être... si je veux être éboueur, je veux être le meilleur éboueur du monde. Donc, alors, bon, le métier était à la fois très bien choisi et mal choisi, mais ces athlètes sont des gens qui contribuent
par leur parcours, par leur volonté, ils savent se faire mal. Et donc, dans un métier derrière, ils sont capables de donner énormément. Oui, Émilie Rousseau, c'est d'où l'intérêt des entreprises. Je suppose que vous avez beaucoup d'entreprises qui sont intéressées par le fait d'embaucher, d'avoir dans leur équipe des sportifs de haut niveau, parce que ça amène plein de choses différentes. Oui, bien sûr. L'attrait du sportif de haut niveau, c'est l'aura qu'il a pu avoir grâce à sa carrière sportive. Ça s'adresse à des happy few, hein. C'est pas forcément tous les sportifs de haut niveau qui sont convoités par les entreprises. Et puis l'idée d'image de marque qu'il véhicule derrière. Pour la grande majorité des sportifs en reconversion, c'est vraiment la difficulté de pouvoir rendre plus claires les compétences informelles qu'ils ont développées durant leur carrière sportive. On le voit, il y a plusieurs leviers pour travailler sur la reconversion. Il y a le levier formation, et là je rejoins Madame, c'est important de pouvoir le développer alors même qu'on est encore en pleine carrière sportive, parce que derrière, les clubs professionnels ont des moyens pour pouvoir financer ces formations. Et il y a des dispositifs qui sont à disposition des sportifs de haut niveau. Mais ce qu'il y a derrière et qui est plus compliqué, c'est le levier compétences, c'est-à-dire de pouvoir identifier et valoriser toutes les compétences informelles et transférables dans l'entreprise, dans le monde marchand. Hors sportif. Parce que souvent, ce qu'on a constaté, c'est que les sportifs de haut niveau se projettent facilement dans la sphère sportive, plus difficilement dans une autre sphère. Et c'est de travailler sur les compétences transférables qui les aident justement à pouvoir vraiment être dans un double projet. Et ça se fait pas en fin de carrière, c'est un parcours et ça s'enclenche alors même qu'on est en pleine carrière en pleine carrière sportive. Et c'est ça qui est compliqué, parce qu'une carrière sportive, c'est une carrière à 110% du temps, et pour autant, il faut garder du temps de cerveau disponible pour pouvoir réfléchir à l'après qui vient vite. Justement, qu'est-ce qu'on peut conseiller? Comment on fait pour rapprocher le monde de l'entreprise de ces sportifs de haut niveau? Juste une nuance. Un frein et qui peut être levé, ça a été évoqué tout à l'heure très, très clairement par Sylvain, mais on a parlé des fédérations, peut-être pas suffisamment, des entraîneurs. Le premier interlocuteur du sportif de haut niveau, c'est son entraîneur. Au-delà il est souvent représentant d'une fédération, mais c'est d'abord l'entraîneur. On a des comportements différents d'entraîneurs, sans vouloir en stigmatiser. C'est vrai que ça a eu des conséquences directes sur la difficulté et la réussite ou non dans le double projet. C'est-à-dire que pour certains entraîneurs, du temps passé à autre chose qu'à l'activité directement et du temps perdu, voire du temps nuisible pour d'autres, et on a de plus en plus de recherches qui le démontrent, donc il faut arriver à les populariser de façon à ce que ça devienne la culture commune du sport. Ça l'est pas encore aujourd'hui. On réussit mieux, on a de meilleures réussites sportives avec des athlètes équilibrés, épanouis. De même qu'on parle maintenant de citoyens du sport, on a aussi à faire passer ce message encore que c'est pas du tout un frein à la réussite. On voit très nettement entre deux équipes sportives, pour prendre sans citer de sport, d'un entraîneur, d'un manager à l'autre, on n'a pas les mêmes comportements, les mêmes représentations. On est plus dans de la représentation par rapport à ce double projet. Certainement, ce travail-là a continué. La loi qui a été votée à l'unanimité hier soir prévoit une obligation pour les fédérations. Donc ça répond en partie sur le principe. Évidemment, il faut d'abord qu'elle finisse son parcours. Il faut qu'elle finisse son parcours, déjà qu'elle soit votée, et ensuite voir selon quelle modalité on peut appliquer cette obligation. Mais sur le principe, elle est intéressante de dire qu'évidemment, une fédération a l'obligation d'assurer un suivi socio-sportif de ses athlètes. Alors effectivement, ce qui m'en rendrait plus efficace, c'est le fait de convaincre que c'est dans l'intérêt de la performance sportive, puisqu'on est quelque part tous là pour ça, dès le début du parcours du sportif. On est également là pour s'assurer que ceux qui ne parviendront pas au tout meilleur niveau ne seront pas pénalisés dans leur réussite scolaire et professionnelle. Mais si on réussit à convaincre davantage d'entraîneurs que ça fonctionne mieux pour le sport lui-même, on y arrivera mieux. Ensuite, on a sans doute à gagner à voir ce qui se passe dans d'autres pays sur la question avec les entreprises. C'est vrai qu'on a
du mal encore à imaginer que le sport est en lui-même une valeur et que le sportif a accumulé, ça a été présenté, des compétences. On a des représentations à faire évoluer chez les sportifs, vous l'avez dit, mais également chez les entrepreneurs au sens large. Dans le monde de l'entreprise, c'est beaucoup plus admis, semble-t-il, dans le monde anglo-saxon, le fait que le sportif, par lui-même, va apporter une plus-value. En France, on va lui demander quel diplôme il a eu, à quel âge, ce qui ne présente pas forcément un grand intérêt si on a pu acquérir des compétences plus importantes sans ce diplôme, mais si on l'a eu 3 ans plus tard ou avec un parcours aménagé, comme on peut le proposer à des sportifs. Donc là, il y a aussi, certainement, c'est intéressant de voir un représentant de la chambre de commerce ou des représentants d'entreprise et qu'ils regardent concrètement non pas ce qu'apporte le sportif, puisque souvent un travers en termes d'image immédiate, parce qu'à ce moment-là, il n'y a que le médaillé qui va intéresser et que l'année de sa médaille. En revanche, ses compétences, elles sont toujours là. C'est-à-dire qu'effectivement, il sera toujours champion. Il pourra toujours être champion du monde dans plein de métiers. Je ne vais pas reciter celui que vous avez cité, mais il pourra toujours être le meilleur dans tous les métiers. Mais c'est intéressant ce que vous dites et on pourra en discuter dans notre deuxième table ronde justement parce qu'on a un sportif de haut niveau là, qui a vécu en Angleterre et qui pourra nous apporter justement cette expérience outre-Manche, voir comment ça se passe. Merci à tous les 4 pour cette première table ronde. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, n'hésitez pas, on a un micro, on a tout ce qu'il faut. Moi, je voudrais rajouter un petit quelque chose sur l'intervention de monsieur, sur les entraîneurs. Quand on parle de la reconversion des sportifs de haut niveau, on parle de l'athlète. Mais moi, j'aimerais également que les parcours d'entraîneurs soient aussi complétés par des formations, parce qu'ils sont experts dans leur discipline, d'acquérir des compétences sportives. Ça, sans nul doute, ils sont très, très capables. On a des résultats. Mais est-ce que c'est eux qui doivent accompagner les sportifs de haut niveau dans leur parcours de suivi socio-professionnel? Ça, je n'en suis pas sûre. Donc, au sein des fédérations, vous avez des référents qui, parfois, n'ont que 10% de leur activité sur le suivi socio-professionnel et ils ne sont pas compétents. Non pas qu'ils ne veulent pas, mais ils ne sont pas formés pour. Alors, peut-être, on pourrait envisager la création de délégués, par exemple, au CNOSF, délégués à quelqu'un d'autre qui serait capable d'accompagner, qui serait spécialiste de la formation. Nicolas Doyen ? Sur cette réflexion? En fait, la réflexion est très juste. Alors, il est vrai que, là, je vais parler du ministère des Sports. Il est vrai que le ministère aussi s'est emparé du sujet pour aussi mobiliser au sein des fédérations et structurer aussi le poste de référent suivi socio-pro. Mais effectivement, ça structure. Donc, ça demande un peu de temps. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, la question, que ce soit au ministère ou au CNOSF, au sein du mouvement sportif est vraiment prise à bras-le-corps, si je peux utiliser cette expression, mais ça demande un peu de temps, effectivement. Ou alors il faut demander à Opcalia. Vous aviez les sportifs de haut niveau, maintenant vous allez avoir les entraîneurs aussi. Je vous donne du travail. Oui, c'est une bonne piste. Pour contourner ce problème, on a accompagné via un partenariat avec les syndicats de joueurs de sport collectif. Donc ça a été le foot, le basket, le handball et puis le rugby. Des sportifs de haut niveau qui étaient plutôt en fin de carrière sur un bilan de compétences mais vraiment spécifique aux sportifs, donc qui permet de les accompagner sur cette transition aussi de vie, sur l'identification de formation pour pouvoir accéder au Graal français qui est le diplôme ad hoc, et puis aussi pour eux réfléchir sur les compétences qu'ils veulent mettre en avant et qui donnent du sens à leur projet professionnel. On a commencé ça en 2014, on a eu 58 bilans qui ont donné vraiment satisfaction, et du coup on a relancé cette démarche qui est complètement expérimentale, vu les volumes, et là on s'engage encore sur 70 parcours c'est des bilans de transition professionnelle. Donc on n'est pas sur ce levier de l'entraîneur, mais là on s'appuie plus sur les syndicats de joueurs. Merci à tous les 4. Toujours pas de questions dans la salle? Ah si, alors un micro pour monsieur, est-ce qu'il y en a là-bas? Et après, on passera à l'autre table ronde, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, en fait, moi, c'est pas vraiment une question que j'ai, je vais plutôt me permettre de rebondir sur ce qui a été dit. Je pense qu'il serait bon quand même de nuancer
vis-à-vis des différentes disciplines et différentes fédérations et faire un distinguo entre les pratiques qui dépendent des fédérations olympiques et des sports non olympiques. Je parle de mon expérience professionnelle et de mon expérience en tant que sportif de haut niveau. J'étais plus de 10 ans sur les listes élites. J'ai été 4 fois champion du monde et je peux dire qu'en appartenant à une fédération qui n'est pas olympique, la prise de conscience des fédérations n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait être pour des grands sports, et aussi la considération des différents partenaires, que ce soit ministériel ou même au niveau local, via les canaux comme peuvent l'être le conseil général ou le conseil régional, n'est pas, à mon avis, à la hauteur qu'il devrait être. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sportifs qui n'ont pas le soutien ni ministériel ni fédéral, et on les laisse un peu comme ça de côté, et c'est vraiment difficile d'affronter en post-carrière, mais aussi pendant la carrière, le défi que représente la reconversion. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup, vous le disiez, qu'il y avait certains qui pouvaient jouer sur l'aura qu'ils ont réussi à construire lors de leur carrière sportive. Alors déjà, même dans les sports majeurs, c'est pas tous ces athlètes qui arriveront à s'en servir. Il faut savoir que pour les sports mineurs qui ne sont pas médiatisés, c'est aucun. Et là, c'est vraiment difficile parce que pour faire valoir ces compétences informelles qu'on a pu développer dans notre carrière sportive, c'est du néant. Et souvent, il y a même un rejet. C'est-à-dire que les gens vous reçoivent et vous disent « Mais qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie ? Du sport de niveau ? Oui, mais vous n'avez jamais travaillé. » Alors qu'en soi, un sport, quel qu'il soit, est de haut niveau. C'est-à-dire qu'il y a des pratiques qui ne sont pas reconnues et pourtant les athlètes s'entraînent 30-35 heures par semaine. Et je pense qu'il devrait y avoir une prise de conscience au plus haut niveau. Même si on voit qu'il y a une volonté d'accompagner les sportifs de haut niveau, on se rend compte que c'est souvent les mêmes disciplines qui sont aidées. Et qu'il y a malheureusement beaucoup de sports qui n'ont pas la reconnaissance qu'ils mériteraient. Et c'est beaucoup d'athlètes qui sont laissés de côté, pour lesquels on n'a aucune considération. Et finalement, c'est des gens qui ne rentrent pas forcément dans les statistiques parce qu'on n'a même pas connaissance de ce qu'ils font. Donc je voulais juste apporter cette petite précision. Sophie Baudin, peut-être, pour répondre à ça. Effectivement, c'est le problème du sport à 2-3 vitesses. Oui, c'est une réalité. Et même les sports encore olympiques, mais dits mineurs, sont dans cette même problématique. L'image qu'ils donnent, enfin, vous ne comptez pour rien, quoi, en clair. Mais il faut savoir que chez les sportifs de haut niveau, il y a 4 sportifs sur 10 qui vivent avec moins de 500 € par mois. Alors, vous en faites probablement partie, il y en a d'autres qui en font partie, et c'est ceux-là qui sont en grande difficulté. Les sports professionnels, c'est un métier avec... c'est une entreprise, ils font partie d'une entreprise, un club sportif, un club de foot, un club de ce que vous voulez. Ils ont des dispositifs pour les accompagner, ils peuvent être au chômage, mais vous ne pouvez pas être même au chômage, puisque vous n'avez pas de statut réel. Oui. Voilà, mais même quand même on a un statut, qu'on peut être par exemple travailleur indépendant, si du jour au lendemain un contrat s'arrête, on n'a de toute façon aucune prestation. Mais et le problème, c'est que même si certains d'entre nous ont la volonté de se reconvertir, c'est mon cas, je fais un master à l'université de Nantes, le jour où vous tapez aux portes, il y a très peu d'interlocuteurs qui vous disent on va vous aider à financer votre formation, et c'est très dur. Alors que pour certains sports, encore une fois c'est une minorité, mais on voit qu'il y a des postes qui sont libérés au niveau de la police ou au niveau des douanes et tout, et c'est vrai que pour nous, il y a ce sentiment d'injustice. Alors on ne peut pas blâmer des personnes qui en bénéficient parce que ce n'est pas eux qui ont le pouvoir décisionnaire, mais c'est vrai que pour toutes ces personnes qui sont laissées à la marge, c'est vraiment difficile à vivre. Et là on peut tomber dans ce que vous avez dit, dans la solitude, la reconversion totalement ratée, et je pense qu'il y a bon nombre d'exemples pour étayer ça. Oui, il y a une très grande précarité. Ça va évoluer avec le projet de loi aussi, Thierry Braillard, sur le statut du sportif de haut niveau. Alors, ça va évoluer, mais encore une fois, en France, on fait des lois, très bien, formidable, on pense à tout le monde, mais alors l'application de la loi, est-ce que les décrets vont déjà être publiés? L'application de la loi, qu'est-ce qu'on va faire derrière? Comment on va évaluer cette loi-là? Par exemple, sur les CIP, les conventions d'insertion professionnelle, il y en a un certain nombre, c'est très bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une participation de l'entreprise à peu près à 50%. Bon, ça va évoluer. 50% dans l'entreprise, 50% l'athlète est mis à disposition et il touche un salaire. Mais dans cette nouvelle loi, l'entreprise va devoir proposer une insertion des formations attachées à cette... Alors, les entreprises vont se désengager. Déjà, c'est assez lourd pour prendre un sportif de haut niveau, ça coûte assez cher à l'entreprise. Si en plus on lui rajoute... Alors, c'est bien pensé. Dans l'esprit, c'est bien pensé. Mais l'application de la loi, comment je pense que ça va pas le faire. Enfin, bon, là, c'est un peu... On fera une conférence dans quelques temps. Quand tout sera passé, le décret, la loi, on pourra débattre de nouveau. Non, mais c'est très intéressant. Mais je crois qu'on se donne... On veut accumuler en France, on accumule les lois.
Ça, c'est très bien. On a un appareil législatif extrêmement intense, mais encore faut-il que ces lois soient appliquées, qu'elles soient mises en œuvre, et ensuite on les évalue et on voit ce qui pêche. Merci en tout cas pour cette réflexion. Est-ce qu'il y a des questions ou d'autres réflexions dans la salle, ou on passe à la deuxième table ronde? 1, 2, 3. Bon, merci à vous en tout cas pour ces premiers éléments de réflexion. Alors la deuxième table ronde, elle est consacrée au témoignage des sportifs de haut niveau. On va voir avec eux bien que les problématiques sont nombreuses, ou ne sont d'ailleurs peut-être pas celles que l'on croit, différentes aussi peut-être selon qu'on est un homme ou une femme. Ce sera un autre débat, mais pourquoi pas aussi. Avant d'appeler nos intervenants, je vous propose de regarder un petit film justement qui va vous les présenter. Ils sont avec nous juste après. De sacré palmarès quand même. Merci donc d'accueillir Nicolas Savino, ex-footballeur professionnel, reconverti maintenant dans l'immobilier à Cholet. On va en parler. Marlène Sisnik, championne du monde de boxe française, directrice adjointe au CHU de Nantes. Julien Bontemps, quadruple champion du monde et vice-champion olympique de planche à voile. Et puis Olivier Laplanche, vous êtes sociologue, diplômé d'ailleurs, oui, vous comme vous voulez, diplômé de ce master en management des sports ici même, et puis vous êtes entraîneur d'aviron et vous avez donc cette expérience à l'étranger. Alors Nicolas, on va commencer par vous. Vous êtes donc ex-footballeur, Canaries à Nantes, champion de France, 2 Coupes de France. Vous êtes resté à l'Ouest après, parce qu'il y a eu Guingamp, Carquefou. Guingamp et Vannes, j'étais que en Bretagne. Que la Bretagne. Et les Pays de Loire. Et aujourd'hui, vous êtes reconverti dans l'immobilier à Cholet. Alors, c'était un choix de projet professionnel, personnel, ou c'est le hasard de la vie qui a fait que? Ouais, bonsoir à tous. Non, c'est vraiment le hasard de la vie. Parce que du coup, j'ai entendu plein de choses intéressantes tout à l'heure. Je me suis reconnu dans certains propos. Pas dans l'immaturité, mais dans le reste. Mais je rigole. On est forcément immature à ce moment-là parce qu'on ne pense pas du tout à l'arrêt de carrière et on est vraiment concentré que sur notre sport. Mais là, non, pour moi, pour mon parcours professionnel, j'avais pas du tout de second projet en fait. C'est pas que j'en avais pas envie, mais c'est que je savais vraiment pas ce que je voulais faire. Et pourtant, vous avez été dans un club formateur qui est l'un des meilleurs de France. Mais on est formé, notre club d'abord, sa première mission, sa première envie, c'est de nous former à être un joueur professionnel de football. Son envie, elle n'est pas de nous former à devenir
On devient aussi on devient un meilleur homme parce qu'on est formé, on est avec d'autres, mais on n'est pas formé à avoir un métier après, on est formé à avoir d'abord ce métier-là. Mais on ne vous accompagne pas dans la réflexion de se dire un jour les garçons ça va s'arrêter, vous le savez. Si, ça on, peut durer on le 10, sait parce ans, que forcément il y a une structure scolaire quand même qui est mise à notre service, enfin au FC Nantes, maintenant ça s'appelle le CENS je crois, ça a changé de nom, mais du coup on est vraiment dans des conditions idéales pour pouvoir pratiquer notre sport et après en faire notre métier. Donc j'ai eu cette chance-là. Et après quand on est professionnel, quelqu'un en a parlé tout à l'heure, on a un syndicat qui nous suit, qui est vraiment là, avec une branche reconversion spécialisée où on fait de temps en temps des bilans de compétences. Ils viennent faire des réunions au moins une fois par an pour préparer justement, même quand on est jeune, à se dire un jour ça peut s'arrêter, il peut y avoir la blessure, c'est les problèmes d'assurance où des fois on se rend compte qu'au bout de 2-3 ans professionnels, il y a des joueurs qui sont toujours pas assurés pour leurs blessures. Donc c'est vraiment quelque chose qui des fois qui manque, même si on est des enfants gâtés parce que voilà, on est dans une structure, c'est notre métier, on est bien payé. Donc c'est vraiment ça, des enfants gâtés. On a du temps disponible pour se former et on ne le prend pas toujours. Enfin, moi, c'est le regret que j'ai aujourd'hui. Ça, vous regrettez avec le recul? Oui, parce que vraiment, cette immaturité, dans l'activité footballistique, on s'entraîne une fois, parfois 2 fois par jour. Ça veut dire qu'on a souvent quand même 2 à 3 demi-journées par semaine où on peut se former à autre chose que notre métier. Après, c'est sûr, il y a les freins des clubs, des entraîneurs parfois. Mais bon, on est quand même assez grand la plupart du temps pour prendre conscience de ça et faire les démarches nous-mêmes. Mais quand on n'a pas de projet bien précis, c'est toujours, c'est parfois difficile. Et pour mon cas, ça l'était parce que du coup, j'ai assez vite compris que ma vocation, c'était pas de devenir entraîneur. Donc cette filière-là, du coup, je me suis dit, c'est pas la peine que je la poursuive. Mais après, qu'est-ce que je fais, quoi? Donc, comment transformer mes compétences de footballeur en quelque chose dans le monde, dans l'entreprise, quoi. C'était ça vraiment la difficulté pour moi. J'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a proposé un projet intéressant auquel je me suis lié. Alors après, c'est peut-être une question de sport aussi, effectivement. On a peut-être plus d'opportunités dans le football qu'ailleurs. Je rebondis pour Marlène, justement, parce que Marlène, vous êtes championne du monde de savate. Effectivement, on a peut-être moins d'avenir pour commenter la savate. Ça ne va pas vous prendre 300 jours dans l'année. Vous êtes également ceinture noire de karaté. Vous avez fait de la danse classique au conservatoire. Vous avez obtenu un master en droit public. Et depuis janvier, vous êtes directrice adjointe au CHU de Nantes. Également secrétaire générale de l'Institut régional de médecine du sport et de Pays de Loire. Et moi, j'ai envie de poser la question, comment vous faites? Comment avez-vous fait? Si vous me rajoutez que vous avez 3 enfants et que vous êtes parents d'élèves, je me pends tout de suite. Alors la question, pour moi, c'est pas posée parce qu'effectivement, la boxe française, c'est un sport amateur avec des moyens financiers assez faibles pour aider les sportifs. Donc, finalement, j'ai toujours privilégié ma carrière professionnelle, enfin en tout cas mes études, tout en m'entraînant, toujours parce qu'en fait ça faisait partie de ma vie, parce que depuis que j'ai 5 ans, je fais du sport quasiment tous les jours et du coup c'était pour moi pas concevable d'arrêter le sport. Pendant mes études, donc j'ai continué à en faire à un bon niveau et à m'investir beaucoup. Et paradoxalement, le moment où j'ai performé, c'est quand j'ai réussi le concours de Rennes, donc de l'école de santé publique, que j'ai été autonome financièrement. Je me suis un peu libérée, je pense aussi, peut-être, sportivement. Et donc là, je suis rentrée en équipe de France, j'ai gagné des titres. Et là, c'est posé vraiment le problème pour moi. C'est-à-dire que au-delà de la reconversion, parce que du coup, j'avais toujours fait les deux en parallèle, c'était comment gérer un poste à responsabilité avec des entraînements quotidiens. Donc pendant 3 ans, ma vie a été la même chose, c'est-à-dire boulot, sport, dodo, boulot, sport, dodo. Voilà, avec un aménagement des horaires ou pas? Parce que quand vous étiez à Sciences Po, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Pendant mes études, je n'ai pas eu d'aménagement, mais je loupais régulièrement les cours à l'université de droit pour aller m'entraîner. Au CHU Nantes, je n'ai pas eu d'aménagement. Par contre, une fois que j'ai été championne du monde, la directrice générale du CHU de l'époque, Madame Coudrier, m'a accordé le fait de partir en compétition internationale sans prendre sur mes propres vacances. Donc la fédération, grâce je pense que vous connaissez, le principe du manque à gagner, versait au CHU mon salaire pendant le temps où j'étais à l'étranger pour les compétitions. Sinon, toutes mes vacances, en fait, je les consacrais au stage équipe de France. Voilà. Donc en fait, c'est pour ça, je pense que j'ai tenu que 3 ans à ce rythme-là, et qu'au bout de 3 ans d'équipe de France, je me suis dit faut faire un choix parce que physiquement c'est usant, et puis parce que voilà, j'avais envie de faire d'autres choses. Mais je regrette pas du tout d'avoir arrêté, hein, mais peut-être que j'aurais continué 1 ou 2 ans supplémentaires si j'avais eu un aménagement. Et juste, je peux me permettre juste une petite chose, c'est que j'ai remarqué
en équipe de France les disparités extrêmes, parce que du coup, nous, on a tous quasiment un travail à côté. Certains étaient quasiment mis à disposition pour la boxe, donc à la SNCF, l'éducation nationale, le ministère de l'Intérieur faisaient vraiment des beaux aménagements. Et puis d'autres, pas du tout, dont je fais partie. Et je me dis, là, c'est vrai qu'il y a un projet de loi qui va passer, mais qui ne concerne pas le problème qui m'a affectée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faudrait un socle commun qui impose à nos responsables, à notre hiérarchie, un minimum de bénéfices, parce qu'il y a une disparité qui est trop grosse, qui est trop grande en fait. On va revenir sur tous vos parcours, mais on va écouter un peu tout le monde. Julien Bontemps, quadruple champion du monde, vous avez décroché l'argent en voile à Pékin, vous avez été 5e à Londres et vous êtes membre suppléante de cette fameuse commission des athlètes de haut niveau du CNOSF qui s'est réunie il y a quelques mois. Vous faites toujours de la voile? Vous êtes bien bronzé, mais vous faites toujours de la voile. Bonsoir à tous. Oui, toujours. J'étais en stage encore lundi, là, donc voilà, hier en fait. Et vous en vivez? J'en vis, oui. En fait, pas complètement, puisqu'en fait, moi, je suis à côté, je suis professeur de sport. Donc, j'ai obtenu le concours en 2007. Je me suis formé à Paris, à l'INSEP. Donc, pour un voileux, c'est pas forcément idéal, mais voilà. Après, je rebondis sur pas mal de choses. Là, je entends parler un petit peu tout à l'heure de différents témoignages, et notamment des élus et des politiques. Je pense que l'une des premières choses qu'il faut bien mettre en avant, c'est le choix qu'on fait dès le départ. Moi, donc, je suis originaire de l'Est de la France à la base, et à 15 ans, j'ai fait le choix déjà de venir dans la région pour m'entraîner dans les conditions plus clémentes pour faire de la voile. Et ensuite, j'ai fait le choix de ma discipline, qui est la planche à voile, parce que les Jeux Olympiques me font rêver depuis que je suis gosse, quoi. Donc voilà, tout s'est un petit peu enchaîné comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'après mes études, se sont un petit peu, elles sont pas faites un petit peu en conséquence, mais j'aimais le sport, donc j'ai voulu rester dans le sport, donc j'ai fait le choix de, je fais exprès de bien dire le choix parce que à chaque fois c'est la même chose, de rentrer en STAPS, donc on en parlait tout à l'heure justement, pour devenir prof de sport, donc ce que je suis aujourd'hui. Non, mais vous aviez ce projet-là aussi, c'est-à-dire que vous continuez oui, dans votre sport, mais derrière trotter quand même. Alors est-ce que c'est l'entourage, est-ce que qui vous a dit voilà tu vas quand même avoir ce diplôme-là, ou c'est peut-être vous d'ailleurs qui tout seul vous êtes dit je vais pas me consacrer qu'à mon sport à 100% parce que derrière il y a une carrière aussi professionnelle à assurer. Non, bah ça c'est clair, hein. Moi je viens d'un milieu très ouvrier, donc mes parents d'emblée m'ont dit tu fais du sport, ok, mais par contre derrière tu fais autre chose, quoi. T'es pas un pro, et en plus le sport que tu veux faire c'est pas un sport professionnel, tu gagnes pas beaucoup d'argent, donc voilà, il a fallu que je me construise à côté. Et je crois que je suis pas forcément malheureux aujourd'hui, et je pense que j'ai été très bien suivi pendant ma carrière sportive. Je pense qu'on a vite fait de dire les mauvaises choses parfois dans les institutions, que c'est mal organisé, ceci, cela. Je pense que je suis plutôt là ce soir pour dire un peu l'inverse, que j'ai été bien accompagné pendant ma carrière sportive par les institutions, par la région. Joël Soulard en parlait tout à l'heure. La région des Pays de la Loire qui m'aide depuis que je suis arrivé dans la région, à l'aide de l'État, puisqu'on avait aussi un suivi des sportifs de haut niveau auprès de la jeunesse et sport. Je me souviens, il était venu plusieurs fois dans le bureau je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, mais à l'époque, mais les 97. Un homme un peu dégarni, je sais très bien. Et puis voilà, donc après la fédération m'a beaucoup aidé les filles aussi. Donc voilà, je pense que c'est. Après, c'est la seconde chose qui est importante aussi, c'est l'organisation et le dialogue en fait entre les différents partenaires, les différentes personnes pour construire son projet, et non pas que ces personnes dictent le projet, mais qu'on soit maître de son projet et qu'on aille voir chaque personne pour construire ce projet-là, quoi. Vous étiez à la commission des athlètes, on le disait il y a quelques mois. Quelle est la pensée qui revient d'une manière générale? Est-ce qu'ils pensent tous comme vous, pensez avoir été bien accompagnés, ou est-ce vraiment il y a des coups de gueule et des gens pour qui c'est vraiment compliqué? Alors je vais pas être langue de bois, j'étais pas la dernière assemblée. Non, vous avez parce que, séché. encore une fois, j'ai fait un choix, j'ai séché, et je suis en préparation en ce moment. J'ai une grosse année sportive, donc voilà, j'ai fait des choix de m'entraîner avant tout. Mais par contre, je sais que c'est un sujet évidemment central en ce moment. Depuis quelques temps, on parle de la reconversion des athlètes à la commission. Comme le disait tout à l'heure Nicolas, il y a eu en début d'année au CNOSF. Donc voilà, c'est une discussion qui est centrale et qui nous paraît hyper importante, quoi.
Olivier Laplanche, avec vous, on va voir un autre aspect, c'est ce qui se fait de l'autre côté. Alors, on va rappeler, vous êtes sociologue, donc diplômé de ce master, et vous avez été entraîneur d'aviron, vous avez vécu en Angleterre, vous avez été agent de développement pour Great Britain Rowing à l'université de Durham. C'est votre parcours rapidement sportif et éducatif. Oui, bonsoir à tous. Contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure, donc moi c'est simplement entraîneur et non pas athlète de haut niveau. Oh, mais je voulais pas. Non, parce que j'en vois qui me connaissent bien, donc ils ont dû sourire tout à l'heure quand vous avez dit ça. Et c'est justement le côté entraîneur. Vous pouvez pas dire 3 athlètes de haut niveau et, oui, un non niveau. Et la voix, c'est le côté entraîneur, parce que quand on est sur la berge, voilà, en train de gueuler tout le week-end après les athlètes, ça donne ça. Donc je vous prie de m'excuser. Le parcours, en fait, donc c'est cette discipline, l'aviron, tout près d'ici, sur l'Erdre, pendant beaucoup d'années en tant que rameur de haut niveau national et entraîneur bénévole, et cumulé à la sociologie du sport, encore plus près d'ici. Chez anciennement Charles Suot, que je pense Madame Bodin évidemment connaît. Sociologie du sport, les deux cumulés avec l'aviron m'ont amené en Écosse d'abord, puis en Angleterre pendant 6 ans en tout. Et ce qui est intéressant pour notre discussion de ce soir, c'est que j'ai pu voir en étant entraîneur ici et bénévole, plus, on va dire, club, ligue, fédération, un petit peu à tous les échelons. Je vois bien comment, évidemment, nos athlètes, donc les non-professionnels, du coup, les athlètes olympiques, ont pu avoir des difficultés ou ont des difficultés, ou ce que les clubs doivent mettre en place pour essayer de les faire tenir dans leur carrière d'athlète et ensuite après. L'exemple étant avec Bernard Coupé, président du CA Nantes, on a tous les deux été entraîneurs de Guillaume Reynaud sur ces années où il est arrivé d'abord en junior en équipe de France, et puis il y est toujours, et il va sûrement participer à ses 2e ou 3e Jeux Olympiques. Il a fallu batailler et discuter avec lui, avec la mairie qui à l'époque a pu trouver des clés, et Guillaume y est toujours. Ensuite, là, pendant 6 ans en Grande-Bretagne, j'ai vu un système complètement différent, aussi bien dans le développement que dans le haut niveau, avec des accompagnements complètement différents. Alors justement, expliquez-nous en quoi c'est différent, quel regard vous portez justement sur ce qui se fait de l'autre côté de la Manche. Oui. Sans dire que tout est mieux, il est évident que 96, ça a été leur 1960 à nous, pour ceux qui se rappellent. Bon, moi, j'y étais pas, j'en vois qui sûrement y étaient. 1960, ça a été le drame sportif français national, et donc des choses qui ont été revues, remises à plat dans toute cette structuration du chemin du haut niveau. 1996, c'est une médaille d'or pour la Grande-Bretagne. Évidemment, c'est l'aviron, mais une médaille d'or. Quand vous voyez le chemin parcouru depuis 1996, c'est assez exceptionnel. On parle d'un temps finalement très court à l'échelle du sport, et ne serait-ce que du sport en Grande-Bretagne, puisque c'est là qu'à peu près tout a été structuré au 19e siècle. Et donc, en cet espace très court, des choses se sont mises en place et ont amené la Grande-Bretagne 3e au JO de Londres, derrière les deux grosses nations imbattables à ce niveau-là. Donc, c'est 2 agences, une agence pour le sport de développement et une agence pour le haut niveau, donc UK Sport, avec des financements, des partenariats contraints, mais évidemment qui ne sont pas subis, mais entre les universités, les fédérations, les clubs identifiés comme pôles de haut niveau, et les régions et les athlètes. Donc c'est un peu comme nous, en fait, finalement. Oui, sauf que... C'est le même partenaire, mais c'est qu'on le joue différemment. Tout à fait, mais par exemple, les partenariats qui sont complètement différents de l'autre côté de la Manche, ce sont les universités. On est sur des institutions privées et qui se sont elles-mêmes accaparées toutes ces thématiques-là, et qui veulent être les meilleurs dans 5, 10, 15 sports identifiés, et qui se battent pour avoir ces budgets de UK Sport qui leur est distribué en fonction de leurs résultats via les fédérations de chacune de ces disciplines sportives, par exemple. Mais les athlètes britanniques, ils sont comme les Français. On peut supposer que quand ils sont en pleine activité sportive, ils ne pensent pas forcément à l'après. Donc, qui pense pour eux ? J'ai pas les chiffres très précis, mais ce qu'il y a, c'est que sur les moins de 22 ans, 23 ans, moi je pense qu'à peu près 80% de ceux qui étaient au JO sont encore sur un cycle universitaire. Ouais. Et les vraiment meilleurs, même s'ils sont jeunes et un peu plus âgés, sont dans ces gros pôles complètement privés, et que les fédérations, notamment l'aviron, la voile, ont structuré depuis une dizaine d'années. Mais énormément des juniors, moins de 23 ans, et même sur les listes, ce qui seraient nos listes seniors, sont dans des cursus universitaires. Soit parce que c'est la fédération qui leur a dit « de toute façon, il va falloir te former, va dans cette université-là », soit parce que les universités recrutent de manière vraiment proactive et vont chercher les meilleurs en cricket, en rugby, en football, en aviron, en voile, en natation, et vraiment essayent de faire leur pool de haut niveau sur ces disciplines-là. Donc il y a, voilà, la différence est notamment à ce niveau-là.
Quand on entend ça, Marlène, on se dit qu'effectivement, ils font peut-être les choses un peu mieux que nous, parfois, les Anglais, en tout cas sur ce point-là. Vous êtes toujours bien intégrés, c'est-à-dire vous faites beaucoup de choses aussi pour la fédération de boxe. C'est important pour vous d'avoir aussi ce rôle finalement social, presque un enjeu sociétal, qu'on n'a peut-être pas fait à votre époque, vous, quand vous étiez athlète. Vous voulez donner le relais ou montrer qu'on peut faire Alors... Enfin, la boxe française, évidemment, c'est mon sport, je l'adore. Et une fois que j'ai fini la compétition, j'ai eu la chance d'être interpellée par le président de la fédération pour faire partie du bureau et du comité directeur. Et du coup, je me suis dit que c'était un grand plus pour moi de pouvoir, du coup, de m'investir à un autre niveau pour mon sport. Donc oui, c'est très important. On vient, par exemple, de faire entrer la boxe française au patrimoine commun immatériel français, et donc c'est une manière de s'impliquer sportivement, stratégiquement, et ça me permet de continuer finalement de poursuivre et d'avoir une transition plus simple que de couper complètement avec la compétition et le sport. Vous donnez des conseils aux jeunes qui vous suivent? Alors pour la boxe française, oui, je peux me permettre de le faire. Après, les sports sont tellement différents que je ne me permettrai pas de conseiller, par exemple, un footballeur. Non, mais dans votre sport, de dire oui. attention, fais attention à ton après-carrière, continue. Est-ce qu'on vous écoute ou pas? Je ne me permets pas forcément de donner des conseils, mais après, par exemple, dans mon club, on échange beaucoup et du coup, ils me voient et ils voient les études que j'ai faites et du coup, je pense que ça peut les influencer. Mais... Après, s'ils viennent me parler, je peux leur répondre, mais ils ne se posent pas forcément la question. Nicolas Savino, on va revenir au foot, qui est encore effectivement un milieu un peu différent, peut-être comme le rugby aussi. Aujourd'hui, vous gagnez, j'imagine, moins que ce que vous touchez quand vous étiez joueur, ou pas? C'est très personnel, mais vous n'oubliez pas le montant. Mais... Malheureusement, oui. Ouais. Mais oui, je gagne forcément moins que ce que j'ai gagné en tant que joueur. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on est forcément des enfants gâtés. Enfin, je suis là, l'enfant gâté. Mais parce que du coup, oui, on gagne très bien notre vie. On est médiatisé. Enfin, toutes les images que vous avez montrées, il y a le seul logo. Il n'y avait qu'une discipline où il y avait le logo TF1. C'était le logo du foot. Donc, c'est aussi vraiment symbolique de ce que représente le football ici. Et donc, du coup, forcément, économiquement parlant, au niveau des rémunérations, on est hors catégorie. On est vraiment très chanceux. Donc, mais on est... Après, c'est dans notre carrière, à nous de bien gérer notre argent. C'est ça. On vous aide à ça ou pas? Maintenant, de plus en plus, on a des agents de joueurs. Oui, on nous aide. Bons, Après, il faut toujours être bien aidé et bien conseillé, parce que les mauvais conseillers, il y en a plein. Après, je vous disais tout à l'heure, notre syndicat est là, donc il est quand même assez présent aussi. Il y a une branche reconversion, il y a une branche financement, donc c'est vrai que ça permet quand même déjà de mieux cadrer les choses. Voilà, je pense que c'est aussi pour ça qu'on réussit après à avoir un vrai luxe de pouvoir choisir ce que l'on veut faire. Enfin, moi, c'est ce que je me suis, dans ma carrière, ne sachant pas quel projet professionnel j'avais, je me suis vraiment défini une vraie limite, c'est de me dire, voilà, d'être vraiment indépendant financièrement et d'être capable de choisir un vrai projet, mais un projet que je veux, pas un projet qu'on m'impose parce qu'il faut que je gagne ma vie. Donc voilà, j'ai vraiment cette capacité-là et cette possibilité-là. Donc j'ai pu attendre un moment le projet qui est arrivé il y a 2-3 ans maintenant, et de cette rencontre-là avec cette personne qui après m'a permis de retoucher, de gagner de l'argent parce que je travaillais, quoi. Mais après j'ai passé 2 ans et j'ai eu ce luxe-là de pouvoir passer 2 ans, moi, sans travailler, sans gagner ma vie. Après j'avais une épouse qui travaillait, qui gagnait sa vie aussi, mais c'est vraiment un luxe pour nous, enfin footeux et les joueurs professionnels, de pouvoir se permettre ça et de se dire, ben voilà, je sais que je veux choisir, mais un projet qui me tient à cœur, un projet dans lequel je suis vraiment motivé d'y aller et ne pas être obligé d'aller travailler dans un domaine qui ne me plaît pas. Vous avez vu, un de vous, ou peut-être tous les quatre, des histoires, des exemples assez dramatiques de reconversion compliquée dans vos sports respectifs, Julien ? Ou pas forcément, puisque vous côtoyez d'autres sportifs de haut niveau au CNOSF. Est-ce que vous avez souvenir d'histoires comme ça de personnes qui se sont retrouvées après leur fin de carrière dans un dénuement total? Non, malheureusement, j'ai un exemple en tête, puisqu'on en a parlé en début d'année, mais maintenant, aujourd'hui, il est décédé, mais c'était le cas d'Alexis Vastine. Je crois qu'il était médiatisé à une époque, mais ce qui lui arrivait, c'est à chaque fois sur les jeux, et à chaque fois, il est revenu derrière, mais à chaque fois, il cherchait, un double projet, un projet professionnel, et je crois que voilà, c'était quelqu'un qui voulait vraiment se battre pour ça, pour pas forcément faire que du sport, mais aussi avoir quelque chose derrière. Mais oui, enfin,
Non, j'ai pas forcément là en tête un exemple dans ma discipline, par exemple. Non, j'ai pas. Marlène, non, pas de... Je me souviens d'une réunion, c'était pas au cross, c'était au GDOS, où on était avec d'autres sportifs et il y avait du coup un jeune qui faisait de l'aviron et qui me disait que c'était extrêmement compliqué, qu'il gagnait quasiment rien, qu'il allait finir sa carrière et que derrière il savait pas du tout ce qu'il allait faire, qu'il n'avait pas encore fini totalement ses études, qu'il s'entraînait énormément d'heures par jour et il était vraiment démuni, il était effrayé par l'avenir. Bien sûr, Olivier. Oui, comme je disais tout à l'heure, les choses sont assez difficiles et il y a ceux qui sont naturellement sur un parcours universitaire, ceux qui ont du mal. Et en dehors de ce parcours universitaire, vous savez très bien qu'en France, les choses sont compliquées. Les filières techniques, technologiques, professionnelles au lycée sont pas mises en avant déjà dans la population générale. Alors du coup, encore moins chez les sportifs. Donc les choses dans les sports amateurs tels que l'aviron, mais on n'est vraiment pas les seuls à ce niveau-là, les choses sont assez difficiles. Si on veut voir peut-être avec la Grande-Bretagne, il y a évidemment des parcours individuels difficiles, ça il y en a partout. Les choses ne sont pas, comme je l'ai dit, tout le temps meilleures là-bas de l'autre côté. En revanche, au niveau du groupe, on peut voir des difficultés parce qu'il y a quelque chose qui est très bien, c'est l'identification et le recrutement qui a été mis en place dans beaucoup de disciplines olympiques. C'est pour ça qu'ils en sont arrivés en 2012 à ce niveau assez impressionnant de médailles dans la natation, l'aviron, la voile, le cyclisme sur piste et des sports comme ça. Donc ça, sur le niveau sportif et technique. En revanche, là où il peut y avoir des difficultés d'ordre psychologique, c'est que ce parcours, ce système national de recrutement et d'identification sur gabarit, tout simplement, c'est la taille, le poids, voilà, et la puissance et des choses comme ça. Ils ont pris des athlètes assez jeunes, à partir de 16 ans, et de zéro, c'est-à-dire c'est des non-basketteurs, ils en ont fait des basketteurs, des non-rameurs, ils en ont fait des rameurs. Et là, il y a peut-être en ce moment une difficulté, ça fait une dizaine d'années que ce système existe, et évidemment, il y a ceux qui réussissent, mais il y a tous les autres. C'est-à-dire que, et du coup, on rajoute de la difficulté, parce que c'est des gamins qui étaient peut-être un peu sportifs et athlétiques, mais pas plus que ça, et qui connaissaient rien à l'aviron, à la voile, et à ces sports identifiés pour les JO. Et puis du jour au lendemain, on leur dit, toi, tu vas y arriver. Donc là, il y a une certaine population, c'est pas des milliers, mais il y a quelques centaines de jeunes qui, en 3, 4, 5 ans, sont restés dans ce qui, chez nous, sont les pôles de haut niveau. Et ils venaient de nulle part, on va t'apprendre l'aviron, et puis 5 ans après, on dit, non, t'es pas bon, au revoir. Donc voilà, c'est le pendant de ce système qui a été mis en place il y a une dizaine d'années. Vous l'avez échappé belle, Julien. Vous seriez peut-être aujourd'hui, je sais pas, sauteur à la perche. Non, par contre, par rapport à la question de tout à l'heure, je suis en train de réfléchir en même temps. Je crois que le plus dangereux, c'est comment dire, c'est en fait quand on est sportif, on vit un rêve, quoi. On vit un peu sur notre nuage. Et comme on le disait comme le disait Sophie Baudin tout à l'heure, c'est un peu l'après-carrière, la chute. Des fois, elle est peut-être parfois haute, quoi. Peut-être parfois, un petit peu élevée. Et du coup, moi j'ai l'exemple d'un ancien champion olympique de planche à voile. C'est moi. J'ai l'exemple d'un ancien champion olympique de planche à voile que je ne citerai pas, mais qui, effectivement, après son titre, n'a pas réussi à retrouver, d'une part, la motivation de repartir pour un nouveau titre, et à côté, professionnellement, n'avait pas forcément du tout anticipé le coup et s'est retrouvé un petit peu sans rien, quoi. Donc, c'est vrai que des fois, on voit un peu certaines personnes un peu en difficulté, quoi. Quel conseil vous donneriez à vos enfants s'ils devaient avoir des aptitudes sportives exceptionnelles et donc fait pour une carrière de sportif de haut niveau? Vous les encourageriez ou à l'inverse, non? Je l'encouragerais si c'est son rêve, il ne faut pas que ça soit le mien. Si c'est son rêve, si c'est ce qu'il veut faire, je vais l'encourager à aller jusqu'au bout de son rêve. S'il n'a pas les capacités, il n'a pas les capacités, mais je ne pourrais pas le retenir ou aller contre sa volonté. Conseil, si le conseil, je dirais, fais pas les mêmes bêtises que moi. Je dirais, s'il arrive à enclencher quelque chose de professionnel, quelle que soit la discipline ou même non professionnelle, j'allais dire malheureusement, non pas malheureusement, mais il fait du foot, donc forcément, ce qu'il veut faire, il veut faire du foot. Donc je sais pas s'il arrivera à faire ce que moi j'ai pu faire, mais en tout cas, voilà, si jamais il y va, c'est sûr que ce conseil, cette erreur, ce regret que je peux avoir de ne pas m'être formé avant, de ne pas avoir mieux géré ce pendant dans la carrière, c'est sûr que c'est vraiment le conseil que je donnerais, d'y penser le plus tôt possible, parce que c'est vrai que quand on va aux réunions de l'UNFP, quand ils viennent une fois par an, quand on a 22, 23 ans,
Tout à l'heure, il y en a qui disaient qu'ils rataient les cours de droit, d'autres les sessions. Là, on n'allait pas à la réunion parce que 22, 23 ans, Eurosport reconversion, ça va, c'est bon, j'ai le temps d'y aller, quoi. Donc quand on arrive à 28, 29, d'un seul coup, on se dit bon, on va peut-être y aller un peu. Et puis après, on tous les ans. Et puis après, la dernière année, quand on arrête, c'est nous qu'appelons l'UNFP. Donc alors, du coup, on en est où sur le bilan de compétences que j'ai fait il y a 5 ans? Il faut peut-être le refaire. Non, donc voilà, c'est vraiment ça, parce que du coup, moi, pour mon cas personnel, je n'avais pas de réel projet en disant je sais exactement ce que je veux faire. Ma carrière s'arrête aujourd'hui, ça je l'avais décidé. Mais je ne sais pas qu'est-ce que je fais demain, j'en sais rien, quoi. Et c'est vrai que la perte d'emploi du temps, c'est une anecdote que je raconte souvent, je vais me tourner au ridicule, mais c'est pas grave. Et un jour, quand j'ai arrêté de jouer, en fait, je me suis rendu compte que je connaissais tous les personnages des Feux de l'amour. C'est horrible ce que je dis. Et je me suis dit, Nico, il faut faire quelque chose quand même. Là, je suis que tu es rendu très très loin. Mais je vous dis, franchement, ça a été un vrai déclic. Hein. Et je me suis dit, c'est tout à votre honneur de dire non, cette mais anecdote. je l'ai dit, j'avais pas peur du ridicule, mais c'est tout à l'heure Mme Baudin qui en parlait, c'est la perte de l'emploi du temps. On n'a plus d'horaire, nos saisons, nos vies sont calées sur nos plannings d'entraînement, voilà, point barre, on sait quand est-ce qu'on s'entraîne. Là, voilà, le matin, on n'a pas, l'après-midi, on mange, on prend un café, et puis on se met sur le canapé, on regarde la télé. Je vous dis, voilà, qu'est-ce qu'il y a entre 14h et 15h? Il y a les Feux de l'amour, et quand on connaît tous les personnages, j'allais dire, quand on a mon âge, 35 ans, je me suis dit, à un moment, c'est mauvais signe, il faut faire quelque chose. Donc, voilà. Vous savez que c'est pas fini. Vous pouvez toujours. Non, mais par contre, là, maintenant, c'est fini, je suis plus. D'autres questions? Le micro pour monsieur derrière. Oui, bonsoir. Ça serait plus en fait une réflexion. Je suis préparateur mental et prof de PS dans une école d'ingénieurs à Angers. Et c'est vrai que quand j'ai vu la question, j'ai été un petit peu surpris. Enfin, je trouvais qu'elle était orientée, qu'elle incitait à répondre oui, un peu comme vous le disiez au début. C'est-à-dire qu'on a un peu l'impression que le projet ou les projets deviennent une contrainte pour le sportif. Et j'ai l'impression, alors à la fois, comme certains ont pu le dire, notamment M. Bontemps, que quand le projet est un choix et choisi par le sportif, à mon avis, c'est plutôt une garantie d'épanouissement, une possibilité des fois de s'aérer un petit peu la tête. Et puis j'ai retenu aussi l'expression l'épreuve de la petitesse. J'ai aussi l'impression que quand on a d'autres projets choisis, l'arrêt de la carrière est des fois un peu plus facile, quoi. La transition est un peu plus simple quand on a d'autres choses qui nous tiennent, que ce soit au niveau de la famille, au niveau personnel ou au niveau professionnel, quoi. Marlène, typiquement, oui, ça vous pouvez vous acquiescer, j'imagine. Vous aviez déjà d'autres projets professionnels en plus de votre sport, donc évidemment. Non, oui, bien sûr, tout à fait, et ça m'a complètement aidée. Que ce soit le CHU, au sein du CHU, moi je suis en gérontologie, donc c'est pas du tout sportif, et pour autant je fais tout pour continuer à être dans le sport, parce que je suis secrétaire, j'ai la chance d'être secrétaire générale de l'IRMS, qui est l'Institut de la médecine du sport, et qui est une plateforme en fait qui permet à des sportifs de haut niveau ou pas, mais principalement de haut niveau, de venir faire les examens obligatoires médicaux, diététiques, psychologiques, etc., dans un temps plus court, de ne pas courir après les médecins et tous les professionnels soignants qu'on doit voir. Donc oui, c'est très très important. Ouais. Vous n'êtes jamais senti fatigué, parce qu'on dit vraiment typiquement, vous allez pouvoir répondre à la question, est-ce qu'on vous en demandait pas trop? Non, parce que c'était moi qui le voulais, j'étais poussée par cette envie, par cette force, et même si j'avais pas gagné de médaille, comme ce que vous disiez, c'est vrai que les projecteurs sont toujours mis sur ceux qui gagnent. Les Jeux Olympiques, c'est Coubertin, les Jeux Olympiques, c'était pas le moment, la médaille, lui c'était le projet éducatif, c'était en dehors de l'Olympiade, tout ce qui se passe, c'était... ouais. C'est il y a longtemps, ouais, c'est il y a longtemps. Non, aujourd'hui le CIO travaille pour ça aussi. Mais les médias devraient faire ce travail-là, je pense, d'arrêter de se focaliser que sur les médailles d'or et de voir derrière ceux qui perdent, mais ceux qui ont eu un parcours d'excellence, parce qu'il y a l'excellence, il y a la médaille d'or, mais il y a la quête de l'excellence, c'est le développement moral de l'individu qui compte, je pense. Vous vous tournez vers moi. Les chaînes de télé évoluent. Voilà, on a plein de projets maintenant pour parler de ça, justement. Donc, attendez la rentrée. Médaille d'argent, par exemple. Non, mais on en parlait. Les médailles d'argent, on en parle tout le temps. Mais c'est intéressant, effectivement, de montrer au public que le sport est aussi une façon de se sentir mieux dans la société, pour soi aussi. Donc voilà, je pense que les chaînes de télé vont prendre... Je m'engage un peu, mais bon, on verra pour la rentrée ce qu'il en est. D'autres questions avant de passer aux conclusions, aux réflexions? Julien Japper. Vous voulez mon micro?
Tenez, j'arrive, je vous donne mon micro, Julien. Merci Géraldine. Non, je voudrais juste répondre un petit peu sur le titre, puisque c'est vrai qu'on a arrêté ce titre, double, triple, quadruple projet. Pourquoi on a arrêté ce titre? Parce qu'on a vraiment senti... Alors, d'abord, une société a les idoles qu'elle mérite. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les idoles de notre société ou de nos sociétés, c'est des sportifs ou des sportives. Et avec cette idée du double, du triple, quadruple projet, on a l'impression finalement qu'on demande aux sportifs une double formation, d'être bien dans son sport, d'avoir des résultats, d'être bien dans la société, d'être engagé en termes de citoyenneté, d'être finalement un modèle. Alors il y a des politiques autour de moi, être un modèle que d'autres institutions n'arrivent plus réellement, ne fabriquent pas ou ne fabriquent plus. Et c'est là un petit peu la question. Moi, je donne toujours cet exemple. J'ai aucune envie que mon fils mette dans sa chambre un poster de Ribéry. J'ai pas du tout envie de ça. Je préfère qu'il mette un poster, même si je suis né à Marseille, pardon Nicolas, mais je préfère qu'il mette un poster de Nicolas ou de Julien, ou ma fille un poster de Marlène dans sa chambre. Mais c'est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression que c'est un labyrinthe pour le sportif de haut niveau. Tout le monde fait des efforts. Toutes les organisations tirent dans le même sens. Et je crois que la loi de cette nuit, on peut demander aussi quelques commentaires, mais la loi de cette nuit va dans ce sens. Mais finalement, on est tous responsables aussi d'une société qui se pose des questions. Et ne demandons pas aux sportifs de haut niveau de prendre le relais de ça. Il doit rester... Alors évidemment, on a envie, et c'est pour ça qu'on fait cette conférence et qu'on s'intéresse à ce sujet, on a envie que toutes les idoles que l'on a pu avoir, et même celles que l'on n'a pas pu avoir en choisissant la carrière de sportif, puissent s'en sortir et avoir une reconversion qui soit intéressante, honorable. Mais on a envie aussi que la société reconnaisse enfin la difficulté de mener une double carrière, une triple carrière, une quadruple carrière. Et en cela, n'en demandons pas trop aux sportifs de haut niveau. Merci Julien. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer aux conclusions, parce qu'il est presque 20h. Je vous demande d'accueillir pour les conclusions Monsieur Jean-Jacques Moreau, conseiller municipal de la ville de Nantes, et Monsieur Stéphane Mézonas d'Audencia Nantes. Messieurs. Allez-y. Monsieur Moreau, allez-y. Ah bah prenez un verre d'eau d'abord. Ça c'était pour que je meuble, que je chante les bébés brunes, c'est ça? Le temps que monsieur boive. Non, vous êtes conseiller municipal, non je ne pourrais pas. En charge de la délégation animation sportive, sport, universitaire et scolaire, et suivi du plan handisport. Vous êtes également conseiller métropolitain. Qu'est-ce que vous inspire tout ce que vous avez entendu ce soir? Bah déjà, je pense que, sans préparation, comme ça. Sans préparation, mais j'ai quelques notes, parce qu'il faut quand même si je suis un ancien sportif aussi, des fois il faut quand même prendre des notes. D'abord, mesdames, messieurs, bonsoir, et merci avant tout de nous avoir invités à ce débat, à cette conférence. Et je me permets donc d'excuser madame Johanna Roland, qui a été citée tout à l'heure par le directeur de la CCI. Et je vous remercie pour cette invitation au colloque. Avec, entre guillemets, ne demandons-nous pas trop aux sportifs aujourd'hui. Au-delà des remerciements aux organisations de cette conférence, des réflexions qui ont été faites ici même au sein cette année au sein de votre école et puis au sein de l'organisme Think Tank, mais aussi des témoignages qui ont été apportés par les athlètes de haut niveau ce soir, nous avons entendu beaucoup de choses. Alors moi je voudrais quand même rappeler à un moment donné que le sport c'est d'abord un droit. Le sport, c'est un droit qui est un vecteur d'intégration sociale, c'est un vecteur de santé, et qu'effectivement, il doit être accessible à tous. Alors, on parle beaucoup du parcours à l'université. Je suis aussi membre de l'UFR STAPS, au titre de la ville de Nantes et de la communauté urbaine. Mais aussi, le sport doit être aussi un droit à l'entreprise. Alors, ça a été évoqué tout à l'heure dans le cadre de la loi qui a été votée hier soir, mais j'ai l'impression qu'on revient en arrière. Moi, j'ai connu ces contrats athlètes de haut niveau. Monsieur le directeur de la Jeunesse et Sport
me contredira pas, où il y avait bien des contrats d'athlètes de haut niveau avec les entreprises pris à mi-temps, payés à mi-temps par l'État, à mi-temps par l'entreprise, avec des délégations de temps pour pouvoir pratiquer leur sport. Il y avait moins d'athlètes de haut niveau. Il y avait peut-être plus d'athlètes de haut niveau, parce que les listes d'athlètes de haut niveau se restreignent, puisqu'on y met de plus en plus de contraintes. Entre parenthèses, si on va aller là-dessus, il y aura toujours sur un podium que 3 places. Quel que soit le niveau de chacun, et si tout le monde est très bon, il y aura quand même toujours que 3 personnes. Et comme les listes d'athlètes de haut niveau sont souvent sur les titres et les médailles, ces listes, effectivement, ne recenseront que des personnes qui sont arrivées sur le podium, ou sur la boîte, comme on dit vulgairement. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça a été évoqué tout à l'heure par une athlète de très haut niveau, même si la discipline, effectivement, est moins connue. Hein. Mais le manque à gagner d'une entreprise en libérant un athlète qui fait partie de son corps. Moi, j'ai le souvenir d'une époque où Nice Barber est rentrée à la SNCF. Tout le monde a dit c'est inadmissible de payer à mi-temps une personne qui, de toute façon, peut vivre d'elle-même. Sauf qu'elle était un vecteur à l'intérieur de l'entreprise qui apportait autre chose à l'entreprise et qui lui a permis, c'était pas une reconversion, c'était bien une aide mutuelle et en même temps, on dirait une assurance, parce que ce qui a été dit tout à l'heure, on oublie souvent que des sportifs de haut niveau ne sont pas assurés, ça a été dit. Des femmes qui peuvent tomber enceintes et qui sont sportives de haut niveau et qui ne sont pas assurées dans le cadre d'un congé de maternité. Donc c'est vrai que j'aime pas le terme, le confort social d'être intégré à une structure pouvant permettre de pratiquer son sport, pour l'accompagner jusqu'au plus haut niveau possible, je pense que ça peut aussi faire partie de cette réflexion. Alors après, ne demandons-nous pas trop aux jeunes en général, puisqu'effectivement, est-ce que c'est... on peut faire du sport en faisant des études, ou est-ce qu'on peut faire des études en faisant du sport ? Donc il faudrait aussi peut-être revenir sur ce débat-là, puisqu'on constate, comme vous l'avez dit au début de ce colloque, l'écrêtement des jeunes se fait chaque année à raison de 30%, mais c'est dans toutes les disciplines, c'est un turnover que l'on connaît. Situation d'autant plus vraie pour les sportifs de haut niveau, dont le rythme de vie est difficile, vous l'avez signalé, conciliable malgré les aménagements, les contraintes du système éducatif, mais encore moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec le marché du travail. Pourtant, le statut du sportif de haut niveau pour son accompagnement dans la carrière sportive et les formations auxquelles il pourrait prétendre pour réaliser ses projets de vie est très important dans la majorité des sports individuels et collectifs. Donc cette image, en essayant de ne pas faire trop long, mais l'image du sportif de haut niveau se suffisant à lui-même, alors c'est pas pour le foot que je dis ça, mais pendant sa carrière sportive, mais à l'issue de cette carrière sportive, pour beaucoup d'athlètes qui même ont gagné quelque chose pendant leur carrière, à l'issue de la carrière sportive, effectivement, il leur faut un projet de vie. Donc, puisqu'il n'y a qu'une infime partie de personnes qui, de par leur image, on pourrait citer des grands noms, je connais un peu plus le monde de l'athlétisme, mais c'est sûr que si on cite des grands noms qui vivront tout le temps malgré qu'il n'ait pas de travail, ils ont qu'à claquer du doigt, on leur ouvrira donc à grande porte, on va dire, des domaines commerciaux ou de commentateurs de journaux télé ou de commentateurs donc, de chaînes sportives. Mais par contre, on oublie que 95 à 97% des sportifs de haut niveau, je ne dis pas des autres sportifs, n'auront pas cette chance-là, donc ont besoin de ce projet donc, de double vie. Oui, pardon. Donc, pour répondre à ce défi de notion de double projet qui est déjà bien ancré dans le monde sportif, alors ça a été évoqué aussi au cours du débat, Nantes a une spécificité aussi avec l'école du sens, on en a parlé tout à l'heure, c'est une des rares lieux, parce que c'est pas une école municipale, c'est bien une école qui a été montée de toutes pièces au départ avec le FC Nantes, donc dans le cadre d'un suivi on va dire, éducatif au niveau des sportifs de la Genolière, mais aussi qui a permis de bénéficier à d'autres sportifs, d'autres disciplines, de suivre un cursus, on va dire, jusqu'au bac, donc dans cette école du sens. Et c'est un projet qui ne me semble pas qu'il y en a d'autres en France, mais peut-être qu'il y en a un ou deux, c'est tout ce qu'il y a. Donc ces projets rendent... je pense qu'à partir de là, et pour faire un peu plus court, donc... je tiens à remercier donc l'ensemble des organismes qui ont mis cette conférence en débat, donc l'école Audencia et la société ThinkStance. Et puis je voudrais répondre aussi au président donc, de la CCI au début qui a fait part donc,
des équipements sportifs qui pouvaient à un moment donné être abandonnés par le pouvoir public, style le stade de la Genelière, le stade de la Beaujoire, mais ça a été aussi au profit d'autres équipements qui sont sortis entre-temps, la salle de la Trocardière, le stadium Pierre-Quignon et autres, qui sont des outils nécessaires aux sportifs de haut niveau. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a des choix politiques qui sont faits, mais il faut aussi faire aussi abstraction de ça. Et c'est vrai que, pour conclure un petit peu sur ma démarche, rappeler quand même qu'au niveau de la ville de Nantes et de la communauté urbaine, donc on a pris une décision assez importante depuis le conseil métropolitain donc du début de l'année, c'est d'ailleurs la prise de compétence du sport de haut niveau à la communauté urbaine, c'est-à-dire de prendre en charge au sein de la communauté urbaine cet esprit que vous avez cité tout à l'heure, de faire en sorte que les sportifs de haut niveau divulguent un message positif de la commune et de l'agglomération nantaise lorsqu'ils vont à l'étranger, lorsqu'ils vont dans leurs déplacements, lorsqu'ils vont dans leur compétition, et qu'à un moment donné, il était normal que ce soit une compétence de la communauté urbaine, donc de prendre cette compétence sur les sports professionnels dits de salle, que sont le hand, le foot, le basket, hommes comme femmes, puisqu'il faut bien prendre les trois disciplines, le foot donc fatalement, et puis d'autres sports amateurs de premier niveau qui vont représenter aussi la ville de Nantes à l'extérieur. Donc le thème de votre conférence est bien évidemment donc intéresse, on va dire, tous les sportifs, qu'ils soient amateurs comme professionnels, issus des sports collectifs ou individuels, même si les enjeux varient d'un sport à l'autre. Mais effectivement, je crois qu'il faut absolument qu'on fasse attention aux accompagnements qui sont en ce moment en train de se déliquifier, on va le dire comme ça, parce qu'il y a des conjonctures économiques et sociales, mais il faudrait faire en sorte qu'effectivement, on concentre beaucoup de moyens sur le sport, qui est quand même, comme je l'ai dit au début, un vecteur d'intégration, de santé, mais aussi d'épanouissement. Et pour les jeunes, donc le haut niveau représente ce que l'on veut atteindre. Et puis pour les sportifs de haut niveau, effectivement, après, il faut qu'ils aient une bonne reconversion. Donc merci avant tout pour cette conférence. Merci à vous, Jean-Jacques Moreau. Et on va préciser que les commentateurs de sport à la télé ont parfois besoin d'avoir un travail à côté parce qu'ils ne vivent pas que de ça. Voilà. Et quant aux sportifs de haut niveau qui gagnent extrêmement bien leur vie, effectivement, ils estiment qu'on leur demande trop aussi parce que les interviews, ils n'en peuvent plus et toutes les demandes, etc. Donc c'est un vrai calvaire qu'on leur fait vivre. Mais bon. Stéphane Maisonnas, vous allez conclure cette conférence. Vous êtes directeur des masters spécialisés à Audencia Nantes. Alors j'imagine que cette conférence est intéressante pour vous parce qu'elle va nourrir encore plus la réflexion de vos élèves. Ah oui, tout à fait. Merci beaucoup, Géraldine. En premier lieu, j'aimerais remercier Juliane et Sport et Citoyenneté de manière plus large de nous avoir fait confiance et permis de co-organiser cette conférence, cette soirée, cette table ronde. De remercier également tous les intervenants qui ont participé pour leurs témoignages divers, riches, tout ce qu'ils ont pu apporter. Et bien naturellement vous, Géraldine, pour votre animation tout à fait dynamique. On a fait ce soir, j'ai l'impression qu'on a fait ce soir un constat. Ah oui, Géraldine, vous le disiez au départ, poser une question, c'est déjà y répondre. Oui, bien sûr, on en demande trop, mais cela est nécessaire et indispensable. Mais est-ce qu'on n'en demande pas effectivement trop? Alors là, c'est notre rôle, et j'y prends part en tant qu'institution dans l'enseignement supérieur, d'encadrer et de préparer les sportifs à leur reconversion. Alors ce soir, je disais, on est revenu sur un constat. C'est un constat qui est à la fois dur, j'ai trouvé, mais à la fois teinté d'espoir. L'espoir, il a été marqué, c'est clair, par les sportifs qui ont été présents ce soir, qui ont tous réussi à la fois leur carrière sportive et leur reconversion. Le constat, il est dur, et de ce point de vue-là, c'est quelque part une forme d'avertissement aux sportifs, aux jeunes qui démarrent une carrière sportive. Il est de leur dire finalement, en quelque sorte un avertissement, réussissez votre carrière sportive, bien évidemment, mais ça, je dirais, si vous entamez une carrière sportive, c'est clair que vous allez vouloir aller à fond et aller jusqu'au bout, mais préparez aussi la suite, préparez votre après-carrière. Car l'après, il sera dur. Et si je reprends ici les termes de Madame Baudin, on parle de lendemain qui déchante, on devient quelqu'un d'ordinaire ou on redevient quelqu'un d'ordinaire, on fait l'épreuve de la petitesse. Et j'ai entendu aussi de devoir faire le deuil.
ce sont des éléments effectivement qui sont durs. Et si on les compare à la réalité, en comparant les chiffres, alors c'est toujours difficile parce que les chiffres sont-ils comparables? Mais enfin bon, entre ceux qu'on nous a apportés du CNOSF et du CREPS, c'est très peu finalement de sportifs qui vont se faire aider et qui vont préparer leur après-carrière. Et pourtant, l'espoir, il est marqué parce qu'il y a des dispositifs, là aussi, CREPS, CNOSF, les fédérations, les parents qui vous entourent et les entreprises aussi peuvent vous accompagner. Mais dans ça, on a vu également beaucoup d'hétérogénéité et à travers les parcours des 3 sportifs que l'on a vus, effectivement, il y a une hétérogénéité. Dépendamment du sport dans lequel vous êtes, vous pourrez être, et je réemploie vos mots, Monsieur Savino, que je n'aurais pas osé employer, des enfants gâtés et que vous ne profitez pas forcément de la suite et qu'en tout cas, vous ne vous y préparez pas, je dirais, de manière proactive, puisque vous avez employé pour décrire votre parcours et votre conversion. J'ai eu de la chance, le hasard, c'est une rencontre qui m'a permis de... À côté de cela, Marlène Cieslik, c'est vrai que quelque part, étant dans un sport plus pauvre, vous n'avez finalement pas eu le choix de réussir. Et cette volonté, Julien Bontemps, vous l'avez bien marqué. Oui, vous avez été bien suivi, bien accompagné. L'espoir, il est là, mais il y a une force de volonté pour préparer la suite que vous avez bien notée. Alors si oui, effectivement, on pourrait se dire c'est toujours mieux ailleurs, il ne faut pas non plus désespérer. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que ce double projet, il doit se faire absolument pendant votre carrière sportive et que les deux, votre carrière sportive et votre projet, pourront en bénéficier l'un l'autre et se nourrir. D'autant plus que pour l'après, vos compétences, elles seront valorisées. Apprenez à valoriser à la fois les compétences que vous avez acquises en tant que sportif de haut niveau. Elles sont valorisées par les entreprises et au-delà de votre image dont elles sauront profiter, d'autres compétences aussi leur seront utiles. Savoir donc utiliser ces compétences que vous avez acquises et savoir aussi en préparer d'autres. À travers des formations, par exemple, quelle que soit la formation que vous voulez entamer. Enfin, dernière chose, des petits clins d'œil, je dirais à Marlène, osez en parler à d'autres. Laissez un peu de côté votre humilité qui est tout à votre honneur, mais vous avez un parcours qui est à la fois exemplaire et qui doit être un exemple pour d'autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Maisonnas. Bien, merci effectivement à tous nos intervenants et les invités qui ont parlé ici. Merci au think tank Sport et Citoyenneté. Alors, si vous voulez approfondir cette réflexion, d'ailleurs, le Sport et Citoyenneté a réalisé une publication que vous pouvez retrouver à la sortie, qu'on va vous distribuer. Voilà, c'est toujours intéressant. En tout cas, on avait dit, on s'est nourri intellectuellement, on va pouvoir se nourrir un peu physiquement, parce qu'un cocktail est donné à l'étage. Et puis voilà. Merci en tout cas à tous et puis ne vous empêchez pas de réfléchir aussi, c'est pas du sport mais ça aide un peu pour la santé, c'est toujours bon. Merci à tous, bonne soirée.